La Nissan GT-R est l'une des voitures les plus emblématiques de ces 15 dernières années. Entre ses performances dignes des Ferrari et Lamborghini de l'époque et les nombreux films et jeux vidéo dans lesquels on peut la voir, elle s'est placée au rang d'icône auprès de toute une génération. Mais est-ce qu'elle mérite vraiment cette image? J'ai quand même ma petite idée là-dessus, hein. Allez, c'est parti! La GT-R R35 présentée en 2007 a eu l'effet d'une bombe sur le marché des supercars en proposant des performances similaires à une Ferrari F430 pour 2 fois moins cher. En gros, tu pouvais t'acheter la dernière 911 en plus de ta GT-R pour le même prix. Au fil des années, la R35 n'a cessé d'évoluer, jusqu'à atteindre les 600 chevaux sur la version la plus extrême, badgée Nismo. Et celle-ci est un peu particulière par pas mal d'éléments. Alors on est ici chez Simplicicar à Aix-les-Bains, que je remercie pour l'opportunité de tourner cette vidéo. Déjà, c'est une phase 2, donc on a 550 chevaux sur celle-ci. C'est un petit peu plus que les premières versions et il y a pas mal d'éléments de restylage qui ont été faits sur cette voiture-là. Et en plus, chose très rare, elle est 100% d'origine, à part la ligne, mais le moteur n'a jamais été touché et elle a cette configuration bleue qui lui va à merveille. C'est un espèce de bleu brillant. Au soleil, ça ressort tellement bien, avec en plus le contraste de ces jantes grises et des gros étriers de frein à l'avant. Et cette voiture-là, comme tu le vois, c'est un look très particulier. La GT-R, on aime ou on n'aime pas, c'est un look très japonais, très manga, mais franchement, il faut avouer, qu'est-ce qu'elle est agressive! Que ce soit de l'avant avec ces feux-là, les prises d'air sur le capot, comme de l'arrière avec les gros feux ronds et les immenses sorties d'échappement avec l'aileron fixe, il faut avouer que c'est une voiture qui a quand même un look unique. Et ce qui est impressionnant, c'est que son design a été fait en 2009 et elle n'a pas l'air si vieille que ça. Celle-ci, effectivement, c'est une 2015, mais franchement, dans le look général, elle ne fait pas vieille. Bon, à l'intérieur, ça se voit un petit peu plus, mais à l'extérieur, en tout cas, on a toujours cette gueule de GT-R qui est tellement caractéristique. Et que personnellement, je dois avouer que j'aime bien, malgré le manque d'élégance et de finesse. On est vraiment dans ce style japonais à 100%. Et évidemment, côté motorisation, on a un V6 3,8 litres biturbo de 550 chevaux, comme je l'ai dit, pour 630 Nm de couple. Sur cette voiture-là, toujours chez les GT-R, c'est une 4 roues motrices permanente avec une boîte de vitesse séquentielle 6 rapports. Donc c'est une voiture qui est assez typée perf malgré tout, malgré son poids et malgré son look qui fait pas non plus très supercar, très aérodynamique, puisqu'il y a eu une recherche de l'efficacité, notamment au niveau de l'ingénierie, puisque au niveau de la répartition des masses, on a le moteur à l'avant, la boîte à l'arrière, ce qui est vraiment une prouesse au niveau ingénierie, mais qui te permet d'avoir cette répartition des masses 50-50 et qui donne un équilibre assez impressionnant à la voiture. Et ça, tu le verras un petit peu plus loin dans la vidéo. Dans les virages, il faut avouer qu'elle est quand même très impressionnante. Bon, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est qu'on démarre ce V6 3,6 litres et qu'on aille rouler. C'est ma première fois au volant d'une GT-R et je pense que ça va être quand même très sympa. Allez, c'est parti! Malgré ses performances, la GT-R met tout de suite en confiance et se laisse conduire comme n'importe quelle autre voiture. Mais une fois le mode sport activé, chaque pression sur la pédale de droite te donne l'impression de te retrouver aux commandes d'un avion prêt à décoller. Bon, on se retrouve du coup avec Guillaume, le propriétaire de cette voiture, que tu vends du coup. Eh oui. Chez Simplicicar, l'annonce dans tous les cas est dans la description. Déjà, un immense merci quand même pour me prêter le volant de ta GT-R, qui en plus, je le précise, tu l'as vu dans les plans, mais la configuration de celle-ci, elle est magnifique. Au soleil, le bleu, avec les étriers un peu or, bronze, ça ressort superbement bien. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. En bleu, pour moi, ça fait vraiment la différence. Après, elles sont toutes belles, mais c'est vrai que c'est pas trop commun, c'est moins commun encore. Première chose, même à basse vitesse, t'as une ambiance sonore quand même. Là, on roule à 40 et t'as quand même une belle ambiance sonore avec ce V6. Et par contre, dans les enchaînements d'épingles, sans rouler vite, je suis super surpris. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une voiture ultra lourde, un peu pataude et pas super agréable à conduire. En tout cas, pas un scalpel. Et franchement, c'est un peu l'inverse en fait. Je suis super surpris. Le châssis est bon. Les 4 roues motrices, tu sens que ça t'aide bien. Regarde les épingles. Tu les prends avec une facilité dingue. Et puis quand tu ressors d'une épingle, tu mets 5% de gaz.
sans même enclencher les turbos. Et la voiture, elle s'extirpe. Le freinage est quand même bon malgré le poids de la voiture. Là, j'avoue que c'est peut-être la plus grosse surprise pour moi. C'est tout simplement le fait que la voiture soit quand même bien dynamique et qu'elle ait en vrai de vraies qualités sportives et de vraies qualités d'une supercar malgré son poids. Et le fait que ce soit quand même une voiture, elle n'est pas extrêmement basse. Non, c'est vrai. À la fois, elle se conduit relativement normalement et à la fois, tu as quand même vraiment ce feeling d'être dans une supercar. Exactement, c'est ça aussi, c'est qu'elle est très polyvalente. Puis concernant la sonorité aussi, là elle a une demi-ligne Armitrix. Ouais, exact. Donc à clapet, là les clapets sont actuellement ouverts. Ok. On peut choisir aussi avec l'application du téléphone où il y a des télécommandes fournies avec. Ok. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool parce que quand on veut rouler plutôt sur l'autoroute tranquille, on ferme, on n'entend plus rien, c'est calme. Et puis là en conduite un peu dynamique, c'est vrai que c'est toujours plaisant. Ouais, carrément. Et puis même là, je me suis laissé descendre tout doucement à 40-50 et je suis tellement surpris parce que rares sont les voitures qui te permettent de prendre du plaisir en roulant pas trop vite. Et alors s'il y a bien une voiture où j'aurais pas pensé que c'était le cas, c'est cette GT-R, parce que pour moi c'est... Alors je l'avais déjà essayé en passager et j'avais ressenti que c'était une voiture assez lourde, assez aseptisée, et on n'a pas du tout ce ressenti là, je trouve, au volant. J'ai pas cette impression là, en tout cas je trouve que tu as de bonnes informations qui remontent dans le volant. Tu sens que la voiture est vive, elle est plaisante, elle communique ce qui remonte de la route. Et honnêtement, je suis bluffé. Je suis bluffé parce que j'arrive à me régaler même sans rouler vite avec. Et franchement, j'aurais pas pensé. C'est vrai qu'en fait, sur le papier, c'est vraiment une voiture d'ingénieur. Elle a été pensée par des ingénieurs pour que sur le papier, en tout cas, elle ait les meilleures chances pour être une très bonne supercar. Mais franchement, c'est le cas. Franchement, c'est le cas. Je pense que c'est sûrement un des essais qui m'a le plus surpris parce que pour l'avoir essayé déjà en passager, j'avais pas vraiment aimé, pour être honnête. Ouais. C'était une des voitures que j'avais pas aimé. Et alors, le contraste est fou avec ce qui en ressort quand tu conduis. Celle-ci, du coup, c'est les phases 2. Voilà, on peut dire phase 2, certains disent même phase 3 parce qu'elles ont eu un lifting. Okay. Elles ont été reliftées un peu avec les phares avant des nouvelles générations, les feux arrière LED, c'est un cercle, les autres c'était des LED. Ouais. Là c'est un cercle lumineux directement. L'intérieur déjà, on a un intérieur un petit peu plus moderne, un petit peu plus retravaillé par rapport à la première version. Alors c'est vrai que par contre on voit la différence quand même par rapport à la dernière phase que moi j'avais essayé en track édition. C'est pas vraiment ce que tu recherches vu le prix de la voiture. Pour le prix de la voiture qui est à moins de 90 000 € pour une vraie supercar, ça te permet de lui pardonner très très rapidement le fait que l'intérieur soit pas parfait, que certains plastiques soient pas très très beaux. C'est pas une allemande, ouais. Mais au final en fait c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, donc c'est pas grave. C'est plus dans le thème jeu vidéo en fait. Ouais, c'est ça. C'est une voiture très emblématique sur ce point-là, ouais. Bon, tu me vois pas parce que j'avais éteint la lumière. Mais t'as eu le son, c'est le principal. C'est un avion. Ah, ça marche. C'est un avion. Les sièges sont là pour nous tenir, ouais. C'est clair, on en a pas parlé des sièges du coup, mais ouais, les sièges ils sont bien baqués, ils sont quand même confortables. Mais l'accélération, c'est un avion. Et les rapports s'égrènent à une vitesse folle. T'as vraiment cette sensation de pousser, d'être collé au siège quand les turbos chargent. C'est assez impressionnant. Et alors déjà, elle te met une claque à l'heure actuelle en 2023. Mais il faut imaginer que quand elle est sortie en 2009, alors certes un petit peu moins perfectionnée que cette version-là, mais quand elle est arrivée en 2009, elle était au niveau des Lamborghini, des Ferrari. C'était révolutionnaire. Hein. Ouais, c'était révolutionnaire. Parce que celle-ci, on est sur un 0 à 100 en 3 secondes 3. À titre de comparaison, c'est les performances d'une 458 italien. Donc son équivalent de 2007. Là, elle m'a bluffé sur 2 points où au final, je l'attendais pas tant. Alors l'accélération, elle est connue pour ça, mais voilà, tu te dis qu'avec l'âge, peut-être que les performances sont un peu vieillies. Pas du tout. Et après, surtout le châssis. Là, je l'attendais pas sur le châssis, je pensais vraiment qu'elle serait pas à la hauteur. Et elle est à la hauteur et pas qu'un peu. Alors après, tu parlais tout à l'heure de pouvoir l'utiliser en daily, puisqu'effectivement c'est 4 places, il y a un coffre. Ça consomme combien? Les coûts d'entretien, qu'est-ce que c'est? Alors, en consommation mixte, je suis à peu près à 14, tout à l'heure je disais à 14,5. Ouais. Si on fait de l'autoroute, on peut faire facilement, je pense qu'on peut facilement descendre dans le sud avec un plein. Okay. Après, le réservoir est quand même conséquent, il fait 60 litres. Ouais. Et puis niveau entretien, c'est correct. Après, bon, forcément, si tu commences à faire des gros entretiens, des gros trucs, ça chiffre. Si
tu as des petites choses à changer à côté. En fait, ce qui coûte cher surtout c'est sur ces voitures, c'est les pièces. Ouais. Les pièces qui sont parfois importées du Japon ou parfois c'est dispo en Europe, mais pas toutes. Et entretien c'est correct. Après, entretien standard, je parle vidange, filtre, ça va. On est dans les 450-500 € je pense pour une révision. Standard, je parle. Après, c'est sûr, c'est pas si excessif que ça par rapport à la concurrence, je trouve. Mais c'est sûr, si on commence à toucher au freinage, si on veut commencer à renforcer des choses ou après même faire des stages, là par contre, ça chiffre, les pièces coûtent très cher. Moi, je ne l'entretiens pas chez Nissan, elle a été entretenue chez Miancourt, garage Miancourt, donc c'est vers Aberville, vers Tournon-les-Bains. Oh la vache, ça m'a coupé le souffle. La montée en régime par contre est tellement rapide que c'est dur de suivre le rythme pour passer les rapports. Ouais. C'est vrai que c'est avec la poussée du turbo, ça marche. Faut anticiper. Ouais, ça marche vraiment. Parce que du coup, c'est vrai que tu te concentres sur l'accélération, le son, etc. T'en oublies de passer le rapport qui monte très très vite. C'est vrai que même là, toute d'origine qu'elle est, ce qui est d'ailleurs rare, faut le préciser. C'est déjà très 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 impressionnant. On le voit de toute façon avec le tableau de bord qui est vraiment sympa. On voit les G à l'accélération, au freinage aussi. Et puis on peut la paramétrer. Il y a même une option circuit pour prendre les temps sur le circuit qu'on a, tu vois aussi ici. Alors ce type d'écran effectivement avec plein de données sur la voiture, sur les performances, etc. C'est un peu hérité de sa devancière, la GTR R34, qui avait déjà un petit peu ce système qui là pour le coup était une pure révolution quand elle est sortie. Et c'est vrai que du coup ça fait vraiment une ouverture à cet univers jeu vidéo, cet univers un peu manga, avec des écrans, les données, les paramétrages, et ça fait aussi une entrée dans le milieu du tuner entre guillemets, où ils sont tous avec les ordis sur le siège passager. Et ce qui est ouf, c'est que sur une GTR c'est d'origine en fait, c'est le constructeur qui a fait ce choix-là, qui a choisi de mettre ça dans la voiture. Donc ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel ils ont créé la GTR. C'est vraiment l'état d'esprit japonais avec cette tournure un peu tuning, un peu préparation de la voiture. Avec une voiture qui finalement est évolutive. Et d'ailleurs c'est pour ça que les GTR R35 comme la tienne d'origine sont si rares. Parce que la plupart des propriétaires ont profité de cette base pour aller chercher des grosses puissances, des 600, 700, 800 chevaux, même parfois plus de 1000, on les a tous vus ces vidéos-là. Mais du coup ce qui rend ces voitures-là d'origine très très rare. Et honnêtement, si tu te poses la question est-ce que c'est obligé de faire une préparation sur une GTR, non. C'est pas comme une Supra où oui là t'es obligé pour t'amuser. Déjà d'origine en vrai je pense que t'as moyen de t'amuser un sacré moment avant de... pour exploiter faut quand même les 550 chevaux avant de les exploiter sur le circuit il faut quand même y aller je pense. Après Supra tout ça c'est sûr c'est super sympa mais c'est top moi j'adore cette philosophie là. Mais sur circuit ça doit être moins efficace, je pense que c'est pas le même thème en fait, c'est pas le même pour moi c'est pas la même philosophie quoi. Ça reste japonais, mais c'est pas la même philosophie. La GTR, dans tous les cas, la Supra, c'est une GT surpuissante qu'on doit préparer. Voilà, c'est ça. La GTR, c'est vraiment une sportive. Et elle a cette philosophie-là de répartition des masses, d'avoir une voiture qui, quelque part, est quand même pensée pour être efficace dans la sportivité et être plaisante aussi, avoir de bons ressentis au volant. Ce qui d'ailleurs est surprenant quand tu vois son gabarit, parce qu'elle est quand même relativement haute, elle est assez grosse. Elle fait pas supercar comme les supercars. Quand tu vois une 458 ou une Gallardo, elles sont posées par terre, elles sont très basses. Étonnamment, cette GTR, c'est pas le cas, mais tu arrives à avoir un très bon ressenti. Et du coup, ça offre les avantages que les autres n'ont pas, à savoir les places arrière, la garde au toit, le confort. Ça, c'est vrai que c'est des gros avantages que la GTR a et qui laisse envisager d'ailleurs un usage en daily ou alors pour partir. Dire moi, s'il fallait faire 500 km maintenant avec, ce serait pas un souci. Ce que tu envisages déjà un petit peu moins qu'une voiture très dure, avec des sièges pas confortables, très bruyantes. Là, faut le vouloir, faut être vraiment passionné par ta voiture pour le faire. La GTR, elle offre cette double face, cette double possibilité, et c'est vrai que c'est une grosse force. Attends, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et t'as cette espèce de bruit, comme de bruit de turbine. Ça fait un peu avion quand même. C'est comme ça qui part. Qui aspire, Ah ouais. C'est sûr que c'est quand même assez aseptisé parce que les rapports passent bien. C'est lissé. C'est lissé. Mais la boîte auto aussi qui fait ça. Ouais, la boîte auto il joue énormément. Une GTR R35 boîte manuelle, ça aurait pu être cool.
Ah, ça aurait pu être sympa, ouais. Ça aurait pu J'y être ont pas pensé, vachement c'est stylé. vrai. Oh là là. C'est... Elle donne envie en fait, elle attend que ça en fait, clairement. Ça fait un peu avion au décollage. Hein. Là, ça s'arrête pas, hein. Ça s'arrête jamais. C'est vraiment une voiture plaisir en fait. C'est une vraie voiture passion. Et je comprends maintenant pourquoi il y en a qui aiment autant cette voiture, parce qu'elle a un vrai charme. Elle a quelque chose. La GT-R n'est décidément pas une supercar comme les autres. À la fois dragster en ligne droite, agile en courbe et relativement polyvalente, elle semble n'avoir aucun défaut. Surtout lorsqu'on se rappelle de son tarif. Mais même avec toutes ses qualités, elle n'offre pas réellement ce feeling propre aux supercars. Et se place à mi-chemin entre une Ferrari F430 et une Audi RS6. Mais au final, une chose est sûre, la GT-R n'a pas usurpé sa renommée.